L'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, Gozé Seplé Bernard, président du groupe technique chargé des affaires économiques et financières PDCI RDA à l'Assemblée nationale, était face à la presse nationale et internationale le mardi 3 décembre 2024 à la maison du parti à Cocody. Il s'est agi pour les élus de passer en revue l'actualité politique nationale de la Côte d'Ivoire et porter un regard sur la loi portant budget-programme de financement de l'État pour l'année 2025. L'honorable Bredoumi Soumaïla, porte-parole du PDCI RDA, dans ses propos liminaires, s'est appesanti sur les points de l'actualité nationale, notamment la révision de la liste électorale et les problèmes liés à ce processus, la liberté publique d'expression, l'inégalité dans la diffusion des activités des partis d'opposition sur les chaînes publiques, les problèmes liés au chômage en Côte d'Ivoire et pour terminer, il a lancé un appel aux Ivoiriens pour une victoire du PDCI RDA en 2025. Mesdames et messieurs les membres des instances du parti, chers militants du PDCI RDA, les amis de la presse, mesdames et messieurs, au cours de cette conférence, nous allons la faire en deux volets, le volet actualité nationale et le volet budget. Vous savez, dans une démocratie, les débats à l'Assemblée sur les lois, en particulier la loi qui impacte beaucoup le quotidien des populations, soient retransmises en direct, nous l'avons sollicité, mais cela n'a pas été le cas. Au cours des débats, la même sollicitation a été adressée au ministre de la Communication. Sa réponse a été sans profondeur, laissant apparaître le manque d'intérêt du gouvernement. Pourtant, cela relève de la redevabilité de nous politiciens au peuple dont nous détenons un mandat. Nous avons voulu donc passer par le truchement de la télévision du PDCI RDA. Nos reporters ont été expédiés manu militari. Ils n'ont donc pas eu accès aux locaux de l'hémicycle. Cette rencontre donc va procéder à une sorte de rattrapage pour que notre spécialiste, puisse vous faire écho des points et de nos regards sur la loi des règlements et la loi des finances portant budget de l'État pour 2025. Mesdames et messieurs, avant donc l'exposé de ces études mentionnées, nous allons nous prononcer au nom du PDCI RDA sur quelques points de l'actualité nationale. Au premier point de l'actualité figure la révision de la liste électorale. Nous en avons passé la dernière fois, mais comme vous savez, au terme donc de deux phases, on dénomme un peu plus de 1 500 000, donc un peu plus de 900 000 premiers votants. Le PDCI RDA fait quelques constats par ailleurs, plutôt que tout autre parti politique. Le PDCI s'est entièrement investi dans cette opération. Le président du parti a pris le lead et a instruit toutes les structures statutaires à en faire une priorité. Plusieurs sites d'enrôlement, le président donc a fait le tour de plusieurs sites d'enrôlement, notamment tout le district d'Abidjan, à l'intérieur du pays, à Odjene, à Man, à Diogoué, Gonaté, Daloa, Boisflé, Bonon, Démocrate, Tumodi. En dépit d'une volonté affichée par les Ivoiriens, des obstacles ont été relevés à cette opération. Je les ai relevés la dernière fois. Bon, on peut noter notamment qu'on constate qu'il y a un problème véritable d'extrait de naissance. Un problème lié aux frais de la certificat de nationalité. On dit que les certificats de nationalité sont gratuits, mais en fait, il faut aller jusqu'au lieu d'édition. Il faut payer le déplacement et quelquefois, il faut motiver certains agents pour que les choses aillent plus vite. Il faut mettre du carburant dans le moteur. Donc tout cela fait qu'en fait, ce n'était pas totalement gratuit, puisque c'est les partis politiques qui ont pris en charge tous ces frais accessoires, plutôt que l'État. Les fiches de demande sont aussi souvent manquent, il faut les assurer, que ce soit au niveau des sites, qu'au niveau des sous-préfectures, au niveau des certificats de résidence. Certains commissariats ont brillé par la réticence. Quand on y va, on dit qu'il n'y a pas de papier, et tout cela a retardé cela. Les retards accusés dans les services administratifs de production des documents afférents à l'opération n'ont pas permis à un grand nombre de nos concitoyens d'avoir à temps les certificats de résidence. Le rythme et le frein d'accès à la machine. Tous ces Ivoiriens méritent qu'on leur permette de s'inscrire sur la liste. C'est pourquoi le PDCI RDA demande un prolongement de cette opération pour permettre à tout le monde d'avoir accès. En ce qui concerne les libertés publiques, le PDCI RDA relève que des restrictions sont encore observées en matière de liberté d'expression, d'association et de réunion pacifique, notamment à l'encontre des opposants politiques. Il dénonce la suspension pour 3 jours du journal Le Nouveau Réveil, proche du PDCI RDA, pour motif d'atteinte à la cohésion. Le PDCI RDA rappelle qu'à maintes occasions,
certains journaux proches du pouvoir ont publié des propos plus attentatoires à la cohésion nationale sans être inquiétés. Pour le PDCI RDA, la récente interpellation du délégué PDCI de Cocody, Ange Lagaré, n'est pas pour assurer à tous la liberté d'expression nécessaire à alimenter la démocratie. Le PDCI RDA ne cédera pas aux intimidations de quelque nature que ce soit. Par ailleurs, selon le rapport mensuel du contrôle du pluralisme dans les médias audiovisuels du service public, la haute autorité de la communication audiovisuelle ACA, pour le mois d'août 2024, au niveau de la télévision, les partis politiques ont eu au total 4 h 48 minutes 45 secondes répartis RHDP sur les 4 h 11 minutes, soit 86%. Pour tous les autres partis, 37 minutes 43 secondes, soit 13%. Vous pouvez lire ces chiffres-là dans le rapport de ACA pour le mois de août et septembre. Il a été pareil en août, pareil en septembre, à quelques chiffres variants. En septembre, c'était 86%, 86,14% de temps d'antenne pour le parti au pouvoir et 37 minutes 43 secondes, soit 13,0% pour le parti. Cela n'inclut pas pour le parti au pouvoir les activités du gouvernement qui sont essentiellement orientées vers le RHDP. Mesdames et messieurs, comme vous le constatez, ces chiffres dénotent clairement un déséquilibre criard au profit du RHDP, alors qu'il s'agit de médias d'État qui devraient être à équidistance de toutes les sensibilités politiques et de faire la promotion de la démocratie. Et vous savez aussi que tous les Ivoiriens, quel que soit leur bord, contribuent au financement des médias d'État. Nous avons vu dans le budget que les Ivoiriens transfèrent à la RTI 18 milliards, 18 milliards chaque année, que vous payez par les redevances. Donc nous devons être à équidistance de cet organe. Nous ne voulons pas à une cas particulier, nous dénonçons ce qui est de fait. Mesdames et messieurs, le RHDP, après 15 ans de gestion du pays, reconnaît que le chômage reste endémique dans notre pays. Pour ce, en lieu et place d'une politique pour résorber le chômage pour tous les Ivoiriens, il a créé un site internet dédié aux militants du RHDP. S'il n'y avait pas un chômage endémique, on n'allait pas créer quelque chose de spécifique. Mais pire, ce site qui ouvre la porte aux emplois des structures publiques qui sponsorisent ce site est également réservé aux militants du RHDP. Le PDCI RDA dénonce cette politique discriminatoire qui est contraire au Code du travail et contraire même à la déontologie du gérer. Le RHDP ne gère pas le pays pour les militants du RHDP. Quand un conseiller du président de la République s'occupe spécialement des militants du RHDP pour leur emploi, mais ce conseiller-là, il est payé par les deniers publics. Sa voiture qu'il tue là, c'est la voiture de l'État. Et lui, il passe son temps, alors qu'il est payé par l'État, à s'occuper d'un groupe. Ça, ce n'est pas normal. S'il y a un problème de chômage que vous reconnaissez, mais ouvrez ça à tout le monde. Cette question a été posée à l'Assemblée nationale. Le ministre de l'Emploi nous a dit ceci, son témoin. Ce n'est pas vrai. Si c'est vrai, ce sera trop grave. Le ministre de l'Emploi et le ministre de la Jeunesse est venu. On lui a posé la même question. Lui, au lieu de répondre, c'est pour parler de l'âge des jeunes des présidents. Non, mais vous, au PDCI, les jeunes sont vieux, les présidents de présidents sont vieux. Mais nous ne l'avons pas laissé jouer. Cela veut dire qu'implicitement, ils ne sont pas capables de nier cela. Les Ivoiriens doivent dénoncer cela et on doit les punir dans les urnes pour les dégager de ce poste parce qu'ils sont plus tribalistes que quoi. C'est ça qu'il faut dire. En faisant donc le point de la gestion budgétaire du RHDP, on peut aisément noter la mise en place chaque année d'un budget déficitaire chronique, va en parler. Et la dette, j'en avais parlé ici, lui aussi il en parlera. À cet effet, la dette de notre pays, qui était de 6 000 milliards en 2011, atteint 29 000 milliards en 2024 et elle affichera près de 35 milliards en 2025. Voyez-vous, la dette représente 58% du PIB en 2023 contre 38% en 2019. Cette progression de la dette par rapport donc au PIB
elle est très rapide, en 4 ans. Il faut inverser cela pour ne pas atteindre 70% du PIB qui est la norme communautaire. Mais cela est impossible avec le régime actuel. La Côte d'Ivoire va consacrer, tenez-vous bien, 4 121 milliards de francs CFA au remboursement de sa dette, soit 26% de son budget de 2025. Le régime projette contracter 5 700 milliards en 2025 de prêts. Ce sont donc à nouveau ces emprunts qui vont servir à rembourser les 421 milliards de remboursements. Donc on emprunte pour rembourser une partie de la dette et pour financer les autres. Donc chaque année, on emprunte pour rembourser. C'est ce qu'on appelle le refinancement de la dette. Voyez-vous, on arrive au pays. Par ailleurs, la gestion du RAD, vous le savez, est caractérisée par la corruption. Il ne se passe pas un seul mois où on ne sorte pas quelque chose contre un système. Ça, c'est ce qu'on peut voir. Ce qui est en bas, là, qui ne sort pas, est encore plus grave. Cette corruption généralisée, adjointe à une opacité dans les transactions et mouvements financiers, a amené le GAFI, le groupe d'action financière, à nous classer sur la liste grise. Cette liste grise-là, nous l'avons échappée en 2017 ou 2018. Moi, j'étais DG. La liste grise. Parce que vous vous rappelez bien ce qu'on appelait l'agro-business. Et nous étions menacés. J'ai été le seul à pouvoir venir sur les antennes pour en parler. Tout le monde était mouillé. Et j'ai été menacé pour en parler. Ce n'est pas tout on dit en public. Et la Côte d'Ivoire a échappé. Nous, on n'est plus avec eux. Et ils ont continué sur ce chemin. Et aujourd'hui, on nous a mis sur la liste grise. Parce qu'il y a des mouvements, des financements qui ne sont pas propres. Il faut que le pays revienne à la gestion transparente avec le PDCI-RDA. La croissance économique et le bilan soi-disant intacable résultent cependant d'une dégringolade de notre classement IDH au niveau international. On dit une croissance, bilan intacable. Mais voyez-vous, l'homme n'en profite pas. Les travaux d'infrastructure dans lesquels on a englouti des milliers de milliards de nos ressources sont connus pour leur malfaçon et pour la gestion opaque des marchés publics. Ainsi, pour insuffisance de contrôle, selon le rapport du ministère de l'Entretien routier, seulement 45% des projets réalisés font l'objet d'une inspection. C'est dans le rapport du budget, 45%. Ça veut dire que 55% des projets réalisés n'ont jamais eu de contrôle. Quand à la livraison des ouvrages bitumes, on observe déjà de 30% déjà d'insatisfaction. Quand vous allez livrer le goudron là, les acteurs qui connaissent là, 30% de ces acteurs disent non, c'est pas bon. Quand c'est les routes en terre, c'est plus de 50%. On comprend alors pourquoi le président Henri Konan Bédié avait qualifié ces voiries de biodégradables. Que les responsables de ces calamités cherchent à se former auprès de l'ingénieur Tidjane Thiam, plutôt que de parler des néo-politiciens en pensant justifier de ce fait leur idéologie du ventre auprès du maître. Mesdames et messieurs, chers amis de la presse, notre pays est à l'agonie au regard de l'impact imperspectif des politiques économiques sur le développement humain. Nous appelons donc tous les Ivoiriens à accorder leur suffrage au président Tidjane Thiam, le candidat du PDCI-RD en octobre 2025, pour libérer la Côte d'Ivoire d'une gestion corrompue, inefficiente, sans visage humain, discriminatoire et qui enfonce chaque année notre pays dans un endettement périlleux pour notre postérité. Vive le PDCI-RDA, vive la Côte d'Ivoire et vive la victoire du PDCI en 2025. L'honorable Gozé Seplé, quant à lui, a axé son argumentaire sur la loi de règlement et la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. Mon intervention portera, comme l'honorable Rumi l'a dit, sur la loi de règlement 2023 et la loi de finances portant budget de l'État pour l'année 2025. La loi de règlement, qu'est-ce que c'est? Comme il nous le disait tout à l'heure, les députés, maintenant c'est le Parlement, c'est-à-dire les députés, les sénateurs, votent la loi de finances portant budget de l'État. Les ordonnateurs ou ceux qui sont du budget l'exécutent. Après, il faut qu'ils viennent rendre compte et que cela soit constaté par une loi. C'est ce qu'on appelle la loi de règlement. C'est-à-dire la loi de règlement 2023, c'est la loi qui vient constater
l'exécution en recettes et en dépenses du budget de l'État de l'année 2023. Et cela se fait toujours un an après. C'est-à-dire nous sommes en 2024, donc on fait la loi de règlement 2023. Et cela doit se faire en vue de la loi de finances de l'année N+1. C'est-à-dire la loi de finances portant le budget de l'État de 2025 ne peut pas être discutée par l'Assemblée nationale ou par les parlementaires si la loi de règlement n'est pas déposée à l'Assemblée nationale. Donc, cette loi a été déposée et nous avons examiné donc, la loi de finances 2025. Et je vais donc vous parler de cette loi. Mais avant de vous parler de cette loi, je voudrais vous situer quand même le cadre institutionnel. Parce que de ce point de vue, il y a eu évolution. Avant 2020, on était dans ce qu'on appelle généralement la gestion en mode moyen, budget de moyens, donc des budgets. C'est-à-dire, des moyens étaient donnés aux ordonnateurs et on leur dit allez faire des choses, allez réaliser dans le cadre de la politique publique ou des politiques publiques, allez faire des réalisations. Maintenant, dans le nouveau cadre, qu'on appelle le cadre de budget-programme, il est demandé d'abord à celui à qui on va donner les ressources, qu'est-ce que vous voulez faire? À un ministre de la Santé, on va dire, qu'est-ce que vous voulez faire? Il va dire, je veux réduire la morbidité, c'est-à-dire le taux de personnes malades ou le taux de mortalité. Alors, il va dire, pour le faire, il faut que je construise des dispensaires. Pour le faire, il faut qu'il y ait accessibilité aux services de santé. Donc, c'est tout ça qui est évalué et à partir de là, on lui donne les moyens. Donc, il a un programme à partir duquel on lui donne les moyens. C'est pour cela qu'on parle désormais de budget-programme. L'argent n'est pas, les ressources ne sont pas allouées sans qu'il n'y ait de programme. Donc c'est important. Et ce qui est même recherché, c'est au-delà l'efficacité et même l'efficience. C'est-à-dire, on dit, bon, vous voulez construire des hôpitaux, on vous donne pour baisser le taux de mortalité. Bon, vous avez demandé 200 millions, on vous donne les 200 millions. Si vous réalisez, vous construisez les hôpitaux avec les 200 millions, comme vous l'avez prévu, vous êtes efficace. Maintenant, si vous réalisez les hôpitaux avec 190 millions ou 180 millions, on dira que c'est efficient. C'est-à-dire atteindre les résultats avec le moins de ressources possibles. C'est ça. Et la particularité aussi du budget programme par rapport au budget des moyens, c'est que dans le cadre des budgets de moyens, c'est le ministre en charge du budget seul qui venait à l'Assemblée nationale et qui discutait ou qui examinait le budget de l'État avec les députés. Maintenant, les choses ont changé. Chaque ministre vient défendre son programme et le budget irrélatif. Et la loi même, qui a instauré la directive de 06-2019 de l'UEMOA, demande même qu'on vote le budget, pour le vote du budget, qu'on vote programme par programme. Donc nous, dans notre cadre, nous votons par ministère parce qu'il y a beaucoup de programmes. Ceci étant, pour que l'examen du budget se passe bien, il se passe du moins dans un cadre dit des missions. Une mission regroupe donc un certain nombre de ministères et
nous, dans notre cadre, il y a 9 missions. 9 missions. Je crois que M. Bledoumi les a et vous les donnera. Donc, nous allons passer là-dessus. Il y a 9 missions. Voilà. Donc, ceci étant, c'est dans le cadre du budget programme que la loi de finances 2023 a été exécutée et a donc donné lieu à la loi de règlement 2023. Qu'est-ce qu'il faut donc retenir de cette loi de règlement? Je dirais tout simplement que le budget de l'État au titre de l'année 2023 prévu en équilibre et en ressources, et en dépenses, pour un montant de 11 694 milliards par la loi de finances initiale 2022-974 du 20 décembre 2022, a été ensuite porté à 12 508 milliards par la loi de finances rectificative numéro 2023-999 du 18 décembre 2023. Il a été définitivement arrêté à 12 612 milliards suite aux modifications d'un montant de 104 milliards effectuées par le gouvernement après le collectif budgétaire. C'est-à-dire, on prend une loi de finances pour mettre en place le budget. Si on doit modifier le budget, ce qu'on appelle la loi de finances rectificative, il faut encore une loi qu'on appellera la loi de finances rectificative. Cela a eu lieu en 2023, mais à la suite de cela, il y a encore eu des actes qui ont été effectués à hauteur de 104 milliards, sans que cela ne soit porté à la connaissance des députés. C'est pourquoi le groupe parlementaire PDC-IRD a relevé que ces modifications ont été faites en violation de la loi organique relative aux lois de finances, en ses articles 25 et 28, en ce sens que, notez bien, les modifications ont été faites par arrêté du ministre en lieu et place de décret du président de la République. Les actes modificatifs n'ont pas été communiqués au Parlement, alors que tout doit être communiqué à l'Assemblée nationale et ensuite au Sénat. Et selon le rapport de la Cour des comptes, des actes pris avant l'adoption de la loi des finances rectificative intervenue le 18 décembre 2023, comme je l'ai dit, n'ont pas été ratifiés par la dite loi comme le prescrit l'alinéa 3 de l'article 25. Et puis, enfin, la Cour elle-même, la Cour des comptes, a observé également que les actes modificatifs du budget de l'État ont été pris en janvier et avril 2024, ce qui est une violation du principe de l'annualité budgétaire. Voilà donc, dans l'élaboration ou bien dans la mise en place des crédits, les manquements que nous avons constatés. En ce qui concerne l'exécution du budget, il s'est soldé globalement avec un excédent de 38 milliards dû au fait que, comme il le disait tout à l'heure, dû au fait des emprunts qui ont été faits. Parce que dans le budget, vous avez 3 composantes. Vous avez les recettes et les dépenses budgétaires qui traduisent même l'activité ou le dynamisme de l'économie. De ce point de vue, nous avons un déficit de 3 110 milliards. Et dans le compte de trésorerie, là où on emprunte, on a eu un excédent de 3 149 milliards, ce qui a fait que, globalement, l'exécution du budget s'est soldée par un excédent de 38 milliards. Voilà donc ce que je voudrais vous dire s'agissant de l'exécution du budget à ce niveau. Maintenant, comme je l'ai dit, le budget est réparti entre les programmes et les dotations. Les dotations, ce sont les crédits qu'on donne aux institutions
qui n'ont pas de politique publique à mettre en œuvre. Et l'exécution de ce budget, au niveau de l'exécution de ce budget, c'est là que nous avons constaté des différences importantes entre les données du ministère des Finances et du Budget et celles de la Cour des comptes, qui a donc consolidé les rapports annuels de performance des ministères. À ce niveau, notez que entre ce que le ministre du Budget des Finances dit avoir donné au ministère pour travailler et ce qu'ils disent avoir reçu pour travailler, il y a un écart de 104 milliards, 704 milliards. 704 milliards, donc entre les prévisions. Et puis, en ce qui concerne l'exécution, mais entre les données du ministère des Finances et du Budget et celles issues des rapports annuels de performance des ministères, là, il y a un écart de 714 milliards. Alors, là-dessus, le PDCI a demandé à comprendre. Parce que, naturellement, quand je donne quelque chose à quelqu'un, si je vous dis, je vous ai donné 1000 francs, vous devez dire, j'ai reçu 1000 francs. Moi qui donne, je ne peux pas dire, je vous ai donné 1000 francs, alors que vous qui recevez, vous dites que je n'ai reçu que 700 francs. Donc, on a dit d'expliquer l'écart. Et il a expliqué cela par la différence des dates de saisie des données au plan comptable. Et il s'est engagé à corriger cela, à travailler même en collaboration avec l'Assemblée nationale, avec les députés, pour que cela soit corrigé. Donc, c'est vrai que ce sont des chiffres importants, mais sachez aussi que le budget de l'État, c'est 15 000 milliards. Donc, là-dessus, nous avons pris bonne note et nous sommes donc attentifs à la situation. Mais le ministre a dit qu'en réalité, il n'y a pas de détournement, mais ce sont des jeux d'écriture. Maintenant, au niveau de la performance des programmes, c'est-à-dire l'exécution des crédits qu'on leur a donnés, il s'est trouvé qu'il y a des ministères qui ont exécuté presque la totalité de leur budget, il y en a qui ont exécuté moins, mais quand on regarde maintenant par rapport à l'incidence que cela devait avoir, donc au niveau utilisation des moyens par rapport aux résultats, il se trouve que sur 32 ministères, il y a 10 qui ont été performants. Les autres sont aux alentours de 60, de 0,60, 0,80. Voilà, donc c'est ce que je voudrais vous expliquer. Nous avons donc posé, nous les députés PDCI-RDA, beaucoup de préoccupations, comme d'autres députés. Et je dirais donc, les préoccupations que nous avons posées, je pourrais les résumer comme suit. Le groupe parlementaire PDCI-RDA a constaté que le solde global positif du budget de l'État lié aux emprunts est lié aux emprunts et non à la performance de notre économie. Le service de la dette absorbe dans des proportions préoccupantes, soit 72,37% des recettes fiscales et 69% de l'ensemble des recettes intérieures. De fortes discordances existent entre les données du ministère et celles issues de la Cour des comptes. Les performances de l'écrasante majorité des ministères sont en deçà des résultats attendus. Quand on a dit tout ça, en réalité, on s'attend à ce qu'on vote contre, parce que les résultats ne sont pas ce qu'ils devaient être. Mais comme je vous l'ai dit, dans les discussions, le ministre s'est montré disponible, il a répondu aux questions et il s'est engagé à
corriger les situations avec la participation, si possible, des députés. Nous allons faire des séminaires avec eux pour voir comment on apporte des solutions. D'ailleurs, le rapport de la Cour des comptes montre qu'il a déjà initié un certain nombre de séminaires pour corriger cela. Alors, nous avons dit, quand nous partions de la permanence du parti, au plateau, nous avons dit on votait contre. Arrivé quand il a donné les explications qui nous ont convaincus dans une certaine mesure et surtout, eu égard à son engagement à corriger ce qui peut l'être encore, nous avons dit oui, il faut donc revoir, mais on revoit pas pour lui donner totalement carte blanche. Autant on voulait le sanctionner, autant maintenant ne pas le sanctionner. Donc il faut faire un vote médian. Donc le groupe parlementaire PDC-RDA s'est abstenu pour la loi de règlement 2023. Voilà ce que je voulais dire sur la loi de règlement. En ce qui concerne le budget de l'année 2025, il a été élaboré selon des hypothèses très optimistes que le ministère a donc posées, qu'il a évoquées. Et donc, à partir de là, le prix du cacao qui va s'améliorer, le prix du café qui va s'améliorer, le cours du pétrole, du baril du pétrole qui va baisser, le dynamisme même de l'économie qui va être tiré par des investissements. Fort de tout cela, ils ont donc fait un budget pour l'année 2025 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 15 339,2 milliards. 2 milliards, il est en hausse de 11,8% par rapport aux 13 720,7 milliards de 2024. Donc, comme l'honorable Bedoumi l'a dit, nous avons discuté donc des problèmes de la dette qui monte. Vous savez, le problème de la dette, c'est une question d'école. D'école. Mais nous pensons qu'il faut faire des efforts au niveau de la dette. En ce qui concerne donc les programmes, parce que ça c'est de manière générale que je vous ai donné 15 339,2 milliards. Donc les programmes, il y a donc eu 32 ministres auxquels qui ont donc présenté leur programme, et cela pour un coût global de plus de 7 000 milliards. Cela représente 51,8% du budget. Et selon les répartitions, la décomposition du budget en recettes et dépenses budgétaires et en ressources de trésorerie, normalement, les prévisions des recettes et dépenses budgétaires doivent se solder par un déficit d'1,9 milliard qui va être couvert par l'excédent des comptes de trésorerie d'1,9 milliard. Donc, c'est ce que vous pouvez retenir du budget, 15 339,2 milliards, et dont, disons, la moitié pour les programmes. Donc, tous les ministères sont passés et nous avons discuté. Il y a eu donc 30 ministres et 2 ministres délégués. Et sur les 30 ministres et 2 ministres délégués, nous avons voté contre 5 ministres. Et nous sommes abstenus contre un seul ministre ou bien une ministre, si je peux ainsi dire. Alors, vous allez dire, quels sont donc les ministères pour lesquels nous avons voté contre et quelles sont les raisons? Alors, on a voté contre le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme pour la volonté manifeste du garde des Sceaux de ne pas augmenter le nombre de juridictions, de tribunaux, et de ne pas recruter de magistrats au motif, selon lui, qu'on ne recrute pas un magistrat comme un plombier ou un jardinier. C'est ce qu'il a dit. Quand on a dit il faut augmenter les juridictions
il faut augmenter le nombre de magistrats pour que les affaires sortent vite. Il dit, mais vous pensez que les magistrats, là, on les recrute comme on recrute un plombier ou bien un jardinier? Donc, ça a été un des motifs. Il a également trouvé normal la surproduction carcérale. On dit, nos prisons, là, je crois que la capacité, c'est 26 000. Non, la capacité, c'est 9 000 et quelques. Et aujourd'hui, on a 29 000. Donc, ça, on l'a relevé et il a trouvé cela normal. Il n'a pas trouvé d'inconvénient. Et on a également dit que les délais des premiers jugements, c'est-à-dire quand on met quelqu'un en prison, la loi dit, pour les affaires ordinaires, c'est 6 mois, renouvelable une fois. Pour les affaires criminelles, c'est 8 mois, renouvelable deux fois. Et nous avons dit qu'il y a des prisonniers aujourd'hui, avant le premier jugement, qui font même 2, 3, 4 ans. Et il a trouvé cette situation normale, alors que le Conseil national des droits de l'homme a même interpellé le gouvernement sur ces deux aspects-là. La surpopulation carcérale et les délais des premiers jugements trop longs. Donc pour cela, nous avons voté contre lui. Le deuxième ministère contre lequel nous avons voté, c'est le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, pour le fait que le ministre minimise l'important problème de la fraude sur la carte nationale d'identité et ses conséquences. Alors nous lui avons dit qu'il faut que l'État ou le gouvernement prenne les dispositions nécessaires, parce qu'aujourd'hui, la carte nationale d'identité se trouve dans les mains de tout le monde. On ne sait plus qui est ivoirien, qui n'est pas ivoirien. Ce n'est pas pour chasser les autres. La Côte d'Ivoire était toujours une terre d'accueil, mais il faut quand même, nos frères qu'on reçoit ou nos sœurs qu'on reçoit, il faut qu'ils soient distincts de nous, du point de vue des papiers administratifs, et surtout, comme le dit l'honorable Bredou, il y a des procédures pour acquérir ou avoir la nationalité ivoirienne. Mais on ne peut pas fabriquer une carte d'identité et à partir de là, devenir ivoirien. Donc nous avons posé le problème, mais il a minimisé. Et puis nous avons posé aussi le problème des bureaux, des sous-préfectures, enfin ainsi dit, et des préfectures. Vous avez aujourd'hui des localités qui sont érigées en préfecture, en chef-lieu de préfecture, de sous-préfecture, mais les bureaux là, c'est des petites maisons louées, et la résidence, c'est quelquefois des villas louées, mais ça détériore l'autorité de l'État même. Donc là-dessus, il n'a pas de politique. Il n'a pas de politique. Pour cela, donc nous avons voté contre son budget, surtout pour la carte nationale d'identité qui reste un problème important pour le groupe parlementaire PDC-RDA et pour le PDC-RDA. L'autre ministère, c'est le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. L'honorable Bredumi en a parlé. Nous lui avons dit qu'il existait un site dénommé site e-emploi, RHDP, et que ce n'était pas possible. Lui, il est le ministre de l'Emploi, le ministre de tous les Ivoiriens. Et il a répondu qu'il n'était pas au courant. Donc, séance tenante, ceux qui avaient le site sur leur portable, ils lui ont montré. Et pour nous, c'est un acte très grave que ce soit ainsi, que ceux qui dirigent le pays et qui doivent satisfaire les Ivoiriens sans tenir compte de leur coloration politique ou religieuse, qu'ils commencent à faire cette sélection. Nous pensons qu'ils sont en train de tuer la nation ivoirienne, donc nous avons voté contre ce ministre-là. Le ministère de la Communication, mais l'honorable Bredumi aussi l'a dit, en raison du favoritisme qu'il y a au bénéfice du RHDP et au détriment des partis de l'opposition. Vous savez, de l'opposition. Je pense que entre nous-mêmes, là, nous qui sommes ici, si on demande quels sont ceux qui regardent la télévision ivoirienne ou qui écoutent
la radio ivoirienne, il n'y a pas beaucoup. Parce que nous, on ne se retrouve même plus dans ces chaînes-là. Moi, j'ai arrêté de regarder ces chaînes-là à partir de l'année où on a eu l'investiture du président Bédi à Yamoussoukro et il n'était pas venu couvrir ça. Et il se permet de dire, c'est parce qu'on ne leur demande pas. Mais l'information, dès que vous l'avez, sans qu'on vous invite, vous allez à la recherche de l'information. C'est ça la communication. Et les médias d'État doivent être à l'affût des informations relatives aux événements importants. Donc c'est toujours des prétextes qu'ils trouvent pour ne pas nous prendre, il a dit tout à l'heure, sur 30 minutes de télévision, je pense qu'eux ont eu presque 4 heures. Et 4 heures et plus. Et tous les autres partis de l'opposition, moins de 30 minutes. Donc pour cela, nous avons voté contre lui. Le dernier contre qui nous avons voté, c'est le ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique, parce que le groupe parlementaire PDC-RDA lui a posé le problème des 365 milliards, 3 milliards par jour que le président de la République a annoncé publiquement pour la jeunesse. Alors, il lui a été demandé quelle en est la gestion, quels sont les impacts sur les jeunes aujourd'hui, mais l'explication qu'il a donnée ne nous a pas convaincus en disant que non, il faut quand vous avez un programme de jeunes, quel que soit le ministère où ça se trouve, ça relève des 365 milliards. Donc nous avons pensé qu'il y avait une certaine opacité dans la gestion de ce fonds et nous avons donc voté contre. Et le dernier ministère, celui-là, c'est pour lequel nous sommes abstenus, c'est le ministère de la cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, en raison de l'impact peu visible de l'action politique de ce ministère-là. Nous, on ne voit pas trop ce qu'ils font. Voilà. Voilà donc ce que je voulais dire pour le projet de loi portant budget de l'État pour l'année 2025. Le groupe parlementaire PDC-RDA a voté pour dans l'ensemble. Mais auparavant, il a invité le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d'apporter des solutions aux grandes problématiques auxquelles la nation est confrontée. Il s'agit, entre autres, du problème de la nationalité galvaudée à travers la fraude de la carte nationale d'identité. 2, de la construction des valeurs culturelles, civiques et morales, de l'employabilité des jeunes, de l'extrême pauvreté de certaines populations rurales, de la sécurité alimentaire et de la production agricole, du développement industriel avec la montée en puissance des champions nationaux, de la sous-exploitation du potentiel fiscal et enfin de la question cruciale du financement de la recherche et de l'innovation technologique. Je vous remercie.